L'idée principale de ce texte est que nous sommes pris au piège de croire que nous sommes nous-mêmes alors que nous sommes en réalité des êtres différents. L'auteur souligne qu'il est important de discerner entre ces deux aspects de notre identité. Il explique que lorsque nous sommes confrontés à des difficultés ou des frustrations, il est essentiel de comprendre que cela est dû à des inhibitions personnelles plutôt qu'à des causes extérieures telles que la pluie ou les autres personnes. Les clous mentionnés dans le texte représentent les excuses que nous nous donnons pour justifier notre incapacité à nous libérer de ces inhibitions. L'auteur invite donc à retirer ces clous en reconnaissant qu'ils sont faux et inutiles. Selon lui, le véritable chemin vers la désinhibition réside dans l'intelligence et la compréhension de soi. La conclusion de l'auteur est que nous devons nous débarrasser de ces faux problèmes pour pouvoir avancer dans notre évolution personnelle. Cet extrait parle de l'importance de laisser l'ego de côté pour atteindre un niveau d'intelligence plus profond. L'ego cherche à comprendre et à trouver des raisons, mais cela ne mène nulle part. Il s'agit de laisser place à une transformation radicale et rapide, un processus appelé le processus du miracle. Il est expliqué que cet état d'attente peut sembler frustrant, mais c'est en réalité le moment où il est simplement nécessaire de passer à l'action sans se poser de questions. L'ego cherche toujours des explications et des méthodes, mais il est dit que la clé est de simplement faire les choses sans attendre de réponse. C'est en mettant de côté l'ego que l'on peut avancer intelligemment et vivre dans la transparence. Dans cette conversation, l'orateur parle de plusieurs concepts et mécanismes liés à la transformation personnelle et à l'évolution de l'individu. Il souligne l'importance de la transparence et du détachement des résultats, affirmant que l'attachement à des résultats cristallise l'évolution et empêche la croissance personnelle. Il explique également que vivre comme si on n'avait pas de libre arbitre permet d'ouvrir la voie à l'intelligence et à la transformation des événements. Il mentionne l'idée que la première personne à traverser une étape de transformation devient le grand monarque et que toutes les personnes suivantes qui traversent seront dans la même énergie d'intelligence et d'utopie, servant ainsi l'humanité. L'orateur souligne l'importance de laisser les choses aller, de la simplicité et de la clarté, et déclare que l'ego ne peut pas comprendre certains phénomènes liés à la transformation personnelle. Il conclut en disant que les premiers à passer par ces transformations seront au courant de leur passage d'une manière différente de celle posée dans la question. Lorsque les individus passent de l'autre côté, leur monde s'élargit mais pas réellement. Ils continuent de considérer la Terre comme chez eux, mais possèdent également des chalets ailleurs. Ces chalets sont en réalité comme des maisons, ce ne sont pas de simples chalets. Ils n'ont pas besoin de voyager à volonté, car ils sont déjà présents au même endroit et au même moment. Avant de passer de l'autre côté, ils sont déjà là. Cependant, la vision de l'ego limite la perception de la largeur du monde. L'humanité, malgré son intelligence, ne parvient pas à exprimer ou à agir. L'inhibition est responsable de cela, et il est nécessaire de purifier cette inhibition en évitant de la colorer avec les raisons de l'ego. Cette purification dépend de l'intelligence, et chaque fois que cette intelligence est souillée, elle se nettoie instantanément si on cesse de la salir. La compréhension de ces concepts demande une subtilité cérébrale et neuronique, ainsi qu'une subtilité énergétique. Lorsqu'on atteint un certain point, il est facile de passer de l'autre côté, mais un mur transparent et imperceptible empêche souvent ce passage. Ce mur fond lorsque la chaleur monte ou lorsque l'intelligence le fait descendre. À ce stade, il n'y a plus rien à faire en tant qu'ego, il ne faut pas essayer de différencier astral ni de prier pour que le mur bouge, il suffit d'être suffisamment transparent pour permettre à l'énergie de l'intelligence de s'exprimer sans coloration ni déformation à travers nous. Tous ceux qui sont dans cette position de transparence accomplissent déjà leur fonction, même si l'ego ne voit pas comment ils servent. Certains sont les gardiens de notre argent. Sont les gardiens de notre temps, mais tous nous servent d'une manière ou d'une autre. Il s'agit d'une personne qui vit dans l'humilité spirituelle. Malgré sa grande richesse et le fait d'avoir tout ce dont elle a besoin, elle choisit de tout abandonner pour revenir à ses racines traditionnelles. Même si son père voudrait qu'elle occupe un poste de directrice, elle décide de commencer en faisant le ménage. Elle gravit peu à peu les échelons jusqu'à atteindre le bureau où elle est déjà présente. Dans son esprit, sa plaque professionnelle est poussiéreuse mais elle s'est préparée pour ce moment. Elle espère que, grâce à sa dévouement et à sa foi dans la tradition, un jour elle sera prête pour occuper ce poste. Au fil du temps, elle réalise que sa compréhension matérielle l'empêchait d'être présente pleinement. Elle réalise qu'elle doit passer par un processus de transformation qui lui permettra de transcender la mémoire et d'accéder à une intelligence pure. Elle se rend compte que son
Ego cherche à comprendre mais que cette compréhension ne peut pas tout expliquer. Le processus est long et complexe, mais il permettra à l'humain de grandir et de se dépasser. En ce qui concerne le rôle du grand monarque, il s'agit d'une fonction de préservation de la création. Les grands monarques actuels, conscients ou non, ont pour activité principale de niaiser, mais cela changera à l'avenir. Lorsqu'ils cesseront de niaiser, ils feront autre chose, quelque chose que l'humain ne peut pas comprendre. Ils seront dans un état indéfinissable, au-delà des activités humaines habituelles. Le grand monarque est présenté comme une figure spirituelle dont le rôle principal est de détruire l'antéchrist qui apparaîtra à l'avenir. Il permettra également la restructuration génétique de la planète, en éliminant les contingents génétiques inutilisables par intelligence mais utilisables par les forces astrales. Le grand monarque agira également comme une antenne cosmique, attirant des mécanismes en provenance d'autres mondes par le biais de canaux séraphiques et de liaisons énergétiques. Cependant, cette vision spirituelle est colorée par l'ego et peut ne pas être perçue comme vraie. Pour l'ego, le grand monarque est une figure qui inspire la crainte car il peut laisser l'humanité derrière lui. Cependant, pour la matière, le grand monarque ne sera pas le protagoniste des actions décrites, sa conscience sera ailleurs. Le grand monarque représente donc un champ de bataille intérieur où les individualités se battent, mais l'ego ne peut pas comprendre cela. En fin de compte, la médiocratie tend à identifier une personne en particulier comme étant le grand monarque, mais tous sont potentiellement prêts à incarner cette figure. Dans cette discussion, l'auteur évoque le problème de la médiocratie et de l'égocentrisme humain. Il partage l'idée qu'il faut trouver des moyens de communiquer de l'énergie plutôt que de simplement transmettre de l'information compréhensible par l'ego. Est de développer le plan mental de l'ego pour lui permettre de recevoir plus d'informations dans un contexte évolutif. L'auteur souligne que l'information réellement évolutive est en réalité de l'énergie, et qu'il est important de créer des ambiances et des atmosphères pour communiquer cette énergie de manière esthétique. Il suggère également que les individus n'ont pas besoin d'être conscients de tous les aspects de l'évolution, mais doivent plutôt apprendre les structures de la mécanique de l'évolution pour briser leurs croyances. Il mentionne également la dimension astrale et les dangers qui y sont présents. Finalement, ils évoquent les seigneurs de la Lune et de Vénus, en soulignant que les êtres sur Vénus sont plus plaisants et pacifiques que les seigneurs de la Lune. Ils indiquent que ces êtres viennent de la même place, quelque part dans la galaxie, mais ne donnent pas de détails précis sur leur identité ou leur origine. Selon cette théorie, la Lune a été amenée dans l'orbite de la Terre il y a longtemps. Une partie de la Lune a été créée avec les minéraux de la Terre tandis que le reste provient de météorites. Les seigneurs de la Lune, des entités élohimiques, ont effectué des expériences génétiques sur la Lune, créant différentes races. Cependant, un cataclysme a balayé la plupart de ces civilisations. Les Elohim ont recommencé à créer de nouvelles races, mais ils finissent par les abandonner. Les Elohim ne meurent pas mais accumulent de la mémoire au fil du temps. Leur objectif principal est de préserver l'évolution des corps physiques à travers la galaxie en transplantant et adaptant la génétique la plus avancée sur d'autres planètes. Ainsi, lorsque la vie sur une planète est menacée, la génétique avancée est transférée ailleurs pour permettre la continuité de l'évolution. Selon le texte, les Elohim sont une race extraterrestre qui a importé de la génétique évoluée sur Terre afin de la mélanger. Cela a créé la race adamique, dotée d'une âme et d'un ego. Les Elohim sont considérés comme les créateurs de la structure mémorielle et des différents corps humains, à l'exception du corps mental qui est créé sur Terre. Au fil du temps, différents dieux ont été vénérés, tels que Jéhovah et Yahvé, mais finalement l'homme lui-même est devenu le dieu. Les Elohim retournent régulièrement sur Terre pour collecter de la génétique et réaliser des mutations sur d'autres planètes de notre galaxie. Certains Elohim ont été bannis et ont créé différentes races d'intraterrestres, destinés à disparaître dans le futur à cause de leur propre plan d'extermination de la race humaine. Les seigneurs de la Lune sont des facteurs élohimiques qui reviennent parfois pour collecter de la génétique. Les extraterrestres de Vénus étaient censés gérer le laboratoire terrestre et ils viennent parfois sur Terre à la recherche de génétique plus évoluée pour des expériences. Lorsque l'être humain s'associe à sa mémoire, il devient une créature, mais s'il se connecte à ce qu'il est réellement, il ne sera pas influencé par les extraterrestres. Les extraterrestres de Vénus sont considérés comme moins débiles et peuvent échanger avec l'aspect astral de l'homme pour obtenir sa génétique. Dans cette discussion, il est question de l'évolution de l'humanité et de sa capacité à se déplacer vers d'autres mondes.
Il est souligné que l'intervention extraterrestre sera en réalité créée par les humains eux-mêmes. Pour devenir transportables, les individus doivent évoluer vers une conscience séraphique et se libérer de l'ego, des mémoires et de la pollution pour pouvoir être transportés. La notion d'utopie est également évoquée, en tant que moyen de canaliser l'énergie et de favoriser le néotypage. La précision de la pensée et des mots est également abordée, soulignant la nécessité de décrire les choses avec précision pour favoriser la compréhension. L'échange entre les deux interlocuteurs porte sur la question de la précision et de la communication. Ils évoquent le fait que lorsqu'on utilise des mots précis, cela peut limiter l'énergie récupérée, car l'ego peut remettre en question cette précision. L'un des interlocuteurs souligne que l'eau peut être considérée simplement comme de l'énergie sans information, tandis que l'humain a besoin d'informations pour percevoir clairement. Il conclut que l'ego complique souvent les choses pour que l'humain puisse comprendre et que pour s'en sortir, il faut agir plutôt que penser. Le dialogue se poursuit en discutant de l'énergie et de la reconnaissance énergétique, en soulignant que les mots ne suffisent pas à définir une personne ou une situation, mais que c'est l'énergie qui permet de la reconnaître. Les interlocuteurs abordent également l'exemple de la digestion d'une pomme et soulignent que parfois, il faut simplifier les choses, mais que l'ego a tendance à complexifier les choses. Il conclut en donnant l'exemple paradoxal de sauter avec ou sans parachute pour illustrer que les apparences peuvent être trompeuses. Dans cette conversation, l'interlocuteur exprime des idées sur l'utopie et le contrôle de l'ego. Il affirme que lorsque nous utopisons, nous enrichissons notre ego en manipulant notre expérience pour devenir plus comme nous le souhaitons. Il fait également référence à l'importance de bouger le corps physique et de se contrôler mentalement pour atteindre un état supérieur de conscience. Il souligne le fait que l'ego peut parfois nous empêcher d'atteindre cet état et que nous devons donc nous en dissocier pour pouvoir agir et prendre soin de notre santé physique et mentale. Finalement, l'interlocuteur évoque brièvement une méthode pour court-circuiter l'expression endocrinienne de l'ego par le contrôle respiratoire. Le texte parle de prendre le contrôle de son propre corps et de bouger. Il explique que nous pouvons facilement contrôler nos muscles, mais que nous n'avons pas le contrôle sur notre conscience et notre système endocrinien. Il encourage à bouger le corps et à ne pas céder à la lutte intérieure. L'auteur considère que l'ego est responsable de cette lutte et suggère de l'ignorer. Il souligne l'importance de travailler sur le long terme et de ne pas se laisser distraire par des plaisirs éphémères. L'auteur mentionne également des annonces concernant des ateliers à venir.